Et c'est donc l'occasion pour nous, et on va commencer par vous, Passion Parfendum. Alors, cette faible mobilisation de l'opposition centrafricaine, est-ce qu'elle ne met pas en exergue cette l'impopularité de l'opposition? Est-ce qu'elle ne révèle pas également la faiblesse de cette opposition face à Touadéra? Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui au niveau de la Centrafrique de tenter de ramer à contre-courant par rapport à la nouvelle orientation politique que le président Touadéra a fait prendre dans son pays. Oui. Les Centrafricains ne sont pas du tout dupes, ils savent quand même d'où ils sortent. Ils sortent de plusieurs années où ils n'avaient plus du tout espoir dans la capacité à ce pays, à ce peuple, de se projeter dans un avenir meilleur. Oui. C'est un pays qui avait les déstabilisations et les guerres en continu chevillées au corps. Il a fallu que le président Fossa-Archange Touadéra vienne avec des mesures qu'il a dû prendre et d'abord des mesures extrêmement courageuses parce que décider par exemple de choisir comme partenaire stratégique sur le plan de la sécurisation de son pays pour un pays comme la République centrafricaine, la Russie, il fallait le faire. Il fallait avoir une vision à long terme, il fallait avoir un certain courage, je l'ai dit, mais il fallait aussi avoir un projet politique qui corresponde aux aspirations profondes de votre peuple. Oui. Le peuple centrafricain a trop souffert. Et ils savent pertinemment qu'ils sont dans un espace qui est assez riche. Et ce qui est un peu contradictoire, c'est qu'eux, ils baignent dans une pauvreté endémique depuis des décennies. Et ils ont trouvé qu'une des raisons fondamentales, c'était ce chaos généralisé, n'est-ce pas, qui a été organisé et imposé à eux. Et ils ont vu le président Touadéra comme quelqu'un qui est venu comme un messie, et sortir de cette situation ubuesque qui ne leur permettait pas d'avoir de l'avenir. Je rappelle que les dernières situations chaotiques au niveau de la République centrafricaine se sont faites devant les caméras du monde entier, à Mondial Vision, même les plus récents les ont vus. Oui. Vous avez vu des populations se refuser dans la brousse, se nourrir des racines, des arbres et des feuilles, être dans une situation où il n'y avait plus d'avenir. Ceux qui étaient encore un peu plus robustes se réfugiaient dans les pays autour de la République centrafricaine, donc être des réfugiés hors de leur pays, les réfugiés de l'intérieur, ils vivaient vraiment le cauchemar au quotidien, des morts à ne plus en finir. Un pays qui n'avait plus d'État, qui n'avait plus d'administration, qui n'avait plus les services de base dont doivent jouir tous citoyens, n'est-ce pas, dans un pays donné. C'est avec le président Touadéra que, la paix revienne, cette paix dont tout citoyen a besoin. Deuxièmement, l'armée se redonne du tonus, et cette armée-là, aujourd'hui, accompagnée par ses amis russes et rwandais, a presque totalement conquis, n'est-ce pas, l'ensemble des territoires centrafricains qui, je vous le rappelle quand même, est plus grand que la France et la Belgique réunies. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Dans une zone qui était occupée par des rébellions et des mercenaires dont personne ne savait d'où ils sortaient. Mais justement, comment expliquez-vous ou comment pouvons-nous expliquer qu'un territoire qui soit aussi riche et aussi grand que la France et la Belgique, comme vous venez de le dire, soit autant fragilisé et depuis, vous l'avez dit, vous l'avez fait remarquer, depuis tant de décennies. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se retrouve un pays africain qui a autant de potentialités dans autant de faiblesses, pour commencer par là? Mais historiquement, il faut voir l'histoire de la Centrafrique. La Centrafrique est même l'expression, c'est peut-être l'occasion de quasi achevée de cet esclavage, n'est-ce pas, en continu qui a été imposé à l'Afrique dite noire. Oui. C'est-à-dire que déjà, dès les premiers pas, d'abord la traite arabo-négrière, bien africaine, a eu pour l'un des pôles de son expression la République centrafricaine. Oui. Mais c'était aussi l'un des endroits refuges
où quand les gens étaient pourchassés un peu partout en Afrique, ils se retrouvaient une petite accalmie dans cette région, mais les principaux négriers arabes qui partaient du Soudan venaient complètement balafrer cet espace-là par des razzias en continu pour soumettre le peuple qui y vivait. On a, avec l'intrusion, n'est-ce pas, du colon français, d'abord les Belges et les Français ont joué une partition qui n'était pas du tout agréable. Les Centrafricains ont cru qu'enfin ils allaient respirer. Non, que nenni. Là, il y a eu la guerre du Congo-Wara, où le grand résistant Carnot a eu affaire à une horde de mercenaires français qui ont voulu soumettre les Centrafricains. Oui. Se fait une guerre d'une violence inouïe avec son cortège de milliers de morts. Oui. Pendant la colonisation, il y a eu la concession de chemin de fer Congo-Océan qui a vu des braves fils de la Centrafrique être conduits dans cet espace-là par le biais de ce qu'on appelle les travaux forcés et voir des milliers et des milliers de Centrafricains qui sont morts pendant la construction de ce fameux chemin de fer. Maintenant vient, une fois de plus, la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que, partie de Douala, n'est-ce pas, la résistance africaine a trouvé dans le sol centrafricain des jeunes Africains qui ont musclé et donné du tonus à cette nouvelle armée française dont la France est incapable de reconnaître les bienfaits aujourd'hui. Je rappelle que quand le premier recensement de toutes ces troupes africaines parties de Douala, Libreville, Bangui, Brazzaville et après Fort-Lamé, dont j'amène aujourd'hui, le premier décompte, tout premier, c'est 17 000 hommes qui va monter à plus de 20 000. Et là-dedans, il y a plein de jeunes centrafricains qui vont participer à ce combat contre, par exemple, le général Rommel, qu'on appelait le renard du désert, pour libérer la France plus tard, au niveau de Paris. Donc, il y a ça. Et puis, quand ils ont donc déstructuré, détruit complètement l'essentiel de la jeunesse centrafricaine, on se retrouvait avec un pays très grand, mais qui n'avait pas, curieusement, de population à un certain niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? On a imposé à la tête de la République centrafricaine des hommes liges qui, en fait, n'avaient pour seul programme que de défendre les intérêts de la France. Le premier président centrafricain qui s'appelait Barthélemy Boganda, pour ceux qui savent, il a été tué dans des conditions dont jusqu'à aujourd'hui on continue de nous poser la question. Voilà, indéterminé. Et après Boganda, il y a une succession de gens qui n'avaient aucun... D'abord, qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Ce n'est pas une anecdote, c'est une vérité. Oui, David Dacko, Ange Félix Patassé, le dernier, là, c'est comment il s'appelle encore? Le général en fuite, le mercenaire Bozizé. Oui, je vous fais peut-être un peu avant l'économie des Bokassa. Oui, je vous fais l'économie qui était un soldat dans l'armée coloniale qui a fait les guerres d'Indochine, etc. Donc voilà les pays centrafricains. Vous vous souvenez, Monsieur Dacko, il est à Paris. On dit, vient de prendre le pouvoir, on le sort de son lit à 5 h du matin, il est encore en pyjama pratiquement de nuit. On le met dans l'avion pour venir prendre le pouvoir à Bangui. Ces gens-là, ils pouvaient faire quoi? Donc, Touadéra arrive et il dit maintenant, c'est la fin de la récréation. Il c'est un mathématicien, c'est quelqu'un qui a été Premier ministre d'un gouvernement précédent et qui a compris que s'il fallait relever la Centrafrique, c'était le moment où jamais il fallait dessoucher les piliers, les fondamentaux de cet assujettissement de plusieurs décennies de son pays. Et pour cela, il fallait retrouver sa souveraineté. Ça n'a pas du tout été facile d'ailleurs. Jusqu'à là où nous parlons, ce n'est pas facile. Il y a des embargos, il y a un certain nombre de contraintes que nous connaissons. Sur le plan économique, voilà, n'oublions pas que c'est un pays de l'Interland par rapport au pays africain qui n'a pas, n'est-ce pas, un accès à la mer facile, avec toutes les difficultés que nous pouvons comprendre, mais surtout les pots de banane qui sont constamment, n'est-ce pas, fourgués au pied du peuple centrafricain. Non, pas seulement de Touadéra. Touadéra est tout simplement le leader. Mais c'est le peuple centrafricain lui-même qui aspire aujourd'hui à une nouvelle réalité. Donc, tout ce que nous pouvons dire, cette opposition, dont les principaux leaders ont été dans ces gouvernements successifs qui ont échoué, qui ont conduit la Centrafrique dans ce cauchemar. Les gens les voient revenir aujourd'hui en disant, nous vous proposons autre chose. Vous proposez quoi? Avez-vous c'était la guerre? Avez-vous c'était les larmes? Avez-vous c'était du sang? Avez-vous c'était l'incapacité pour nous de nous projeter dans un avenir meilleur? Vous venez nous dire quoi? Vous avez échoué.
nous retrouvons quelqu'un, nous sommes avec quelqu'un aujourd'hui avec qui nous avons espoir en des lendemains meilleurs. C'est pour cela que ça ne peut pas mordre. Et ce sont les populations centrafricaines, vous avez vu, qui rigolent quand ils voient l'ensemble de ces personnalités qui ont été de véritables satrapes pour la liberté au niveau de la République centrafricaine, venir leur dire qu'ils ont un autre projet, que le projet, n'est-ce pas, est extrêmement important pour leur devenir, que le président Touadéra leur propose. Mais ils peuvent faire 100 000 marches. Il n'y aura pas grand monde autour d'eux. Oui. Il n'y aura pas, sauf quelques achetés et badauds qu'on achète avec un peu d'argent, mais là aussi ça ne marche pas. Parce que les peuples centrafricains sont tournés vers autre chose. Ils sont tournés vers un véritable développement économique. Ils sont tournés vers une nouvelle liberté, une nouvelle indépendance qu'ils sont en train de vivre sous le magistère du président Faustin Archange Touadéra.